Alors Virginie Gautron et Aurélien Langlade. Oui, Non, mais alors c'est Sophie me perturbe, mais c'est bien Virginie Gautron et Aurélien Langlade pour la question du bénéfice des soins qui sont pénalement ordonnés. Alors pour commencer, Virginie Gautron. Je vous remets. Oui. Maître de conférence en droit pénal et sciences criminelles au laboratoire de droit et changement social à l'université de Nantes. Vous avez la parole. Bien, alors synthétiser évidemment 20 pages d'un rapport écrit en 10 minutes, c'est très difficile. Pardon. Et d'autant que la question ou les questions qui nous ont été posées exigent une grande prudence. Alors pourquoi ? Parce que les recherches empiriques françaises, ça a été dit, sont très très rares. Il n'existe aucune étude d'impact à l'heure actuelle des soins pénalement ordonnés, même si, je le répète, ces méthodes d'analyse ne sont pas sans limite. Pourquoi si peu de recherche ? D'abord en raison de la faiblesse des financements dédiés à la recherche dans notre pays, que ce soit pour la recherche fondamentale ou appliquée, et également, en tout cas pour ce qui concerne l'analyse de la récidive des personnes faisant l'objet de ces soins, à l'heure actuelle, le ministère de la Justice considère que les chercheurs ne peuvent pas avoir accès aux données du casier judiciaire et à partir de là, de toute façon, nous sommes bloqués. Alors, dans le cadre de cette intervention, je ne vais pas pouvoir faire plus que me concentrer sur l'analyse de la mise en œuvre de ces mesures, alors en m'appuyant sur les quelques travaux existants, mais aussi sur les recherches que je réalise avec des collègues, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, et notamment une étude exploratoire avant une plus grosse étude quantitative sur l'injonction de soins. On a étudié une centaine de dossiers et réalisé une trentaine d'entretiens. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, quand même, il me semble nécessaire de déconstruire le terme de bénéfice évoqué dans la question, dont le sens n'est pas du tout univoque. Des bénéfices pour qui ? Les condamnés, la société, les professionnels, des bénéfices de quelle nature ? Judiciaires, sanitaires, sociaux ? Et à l'aune de quelle finalité mesurer les effets de ces soins, soigner, prévenir, contrôler. Et ça a déjà été dit à de nombreuses reprises durant ces 2 journées, les finalités des soins pénalement ordonnés, elles sont plurielles et elles sont aussi potentiellement concurrentielles. Alors évidemment, l'ambition de susciter par ce biais une véritable adhésion aux soins est partagée par l'ensemble des intervenants, qu'ils soient judiciaires ou sanitaires, mais tous ne sont pas d'accord sur les visées et la nature des soins. Alors au-delà d'un objectif strictement clinique, les magistrats, les CEPIP, des experts, des médecins coordonnateurs, voire des thérapeutes également, placent les soins au service de la prévention de la récidive, mais de mon point de vue, dans un sens qui n'est pas toujours très éloigné de la philosophie classique de l'amendement moral. Il est attendu de cette thérapie qu'elle génère un engagement réflexif du condamné sur ses actes afin qu'il développe des sentiments de culpabilité, d'empathie, des remords pour les faits commis. Alors la majorité des thérapeutes, au contraire, refusent d'en faire la priorité de leur intervention pour, disent-ils, ne pas dénaturer le sens du soin. J'oublie mes diapos, enfin, elles ne sont pas très essentielles à vrai dire. Alors les acteurs judiciaires ne comprennent pas toujours cette mise à distance du cadre judiciaire, et d'ailleurs une mise à distance qu'ils ont souvent tendance à exagérer, comme si les faits n'apparaissaient jamais dans le cadre de la thérapie, ce qui est plus que rare en réalité. Alors ces représentations judiciaires, elles opèrent souvent en lien avec une critique de la prééminence des approches psychodynamiques qui seraient, selon eux, trop décentrées du passage à l'acte, mais aussi inadaptées face aux difficultés d'élaboration et de verbalisation de certains condamnés. Alors, au-delà d'une finalité strictement clinique, certains envisagent le dispositif de l'injonction, comparativement à l'obligation, comme un instrument de surveillance médicale superposable au contrôle des institutions pénales. L'injonction, elle autorise non seulement un suivi médical plus long que la simple obligation, mais par ailleurs introduit un double regard médical du fait des rendez-vous supplémentaires avec le coordonnateur. Et la difficulté, c'est que cette logique de contrôle, elle prend de plus en plus de place, parfois au détriment des soins. Pourquoi ? Parce que dans un contexte sociopolitique d'aversion au risque, de mise en cause systématique des professionnels à chaque récidive médiatique, l'ouverture de parapluie fonctionne à tous les étages.
Du côté des experts, les recommandations de soins sont quasiment systématiques, comme d'ailleurs le constat de risque de récidive. Et le prononcé de l'injonction, il est donc plus fréquent, sinon quasi systématique en matière de violences sexuelles, et sur la base de critères pénaux bien plus que médicaux. Une fois l'injonction prononcée, plus personne n'ose demander, ou les juges prononcer, ça a été dit ce matin, un relèvement de la mesure, quand bien même tous seraient d'accord pour penser que la contrainte de soins n'est plus nécessaire. Tout au plus procède-t-il à des bricolages, en espaçant les rendez-vous ou en pratiquant des pauses thérapeutiques. Et cette quasi-systématisation, eh bien, elle asphyxie un système sanitaire qui est déjà submergé, faute de thérapeutes et de coordonnateurs en nombre suffisant. Le problème également, c'est que les attentes des acteurs judiciaires, elles tendent à attiser les positions défensives des thérapeutes. Tous les professionnels, quel que soit leur corps d'appartenance, plaçaient beaucoup d'espoir dans le coordonnateur pour faciliter cette articulation, mais pas pour les mêmes raisons, ou pas exactement les mêmes raisons. Pour les soignants, le dispositif du coordonnateur, de l'injonction dans son ensemble, était perçu comme un moyen de protéger et d'autonomiser l'espace du soin des incursions judiciaires. Ils espéraient ne plus avoir à répondre aux interrogations des CEPIP, des JAP, puisque désormais, ces professionnels ont pour seul interlocuteur le coordonnateur. Tandis que les acteurs judiciaires, eux, y voyaient un moyen, au contraire, d'accéder au dispositif de soins grâce aux informations transmises par ces coordonnateurs, et ils espèrent ainsi mesurer, au-delà de l'assiduité formelle, l'investissement, l'évolution du condamné dans la thérapie. Puisque, outre le déploiement d'une surveillance médicale renforcée, eh bien, le dispositif poursuit aussi l'idée d'un contrôle judiciaire plus affiné. En réalité, si les pratiques, ceci étant, sont très variables, la plus-value de la nomination de ces médecins coordonnateurs demeure modeste. Leurs écrits professionnels sont de qualité variable, parfois très pauvres, et les acteurs judiciaires, d'ailleurs, face à ce constat, en n'attribuent pas nécessairement la responsabilité aux coordonnateurs, mais aux thérapeutes qui refuseraient de révéler la moindre information qualitative aux coordonnateurs. Ils perçoivent généralement le silence de ces thérapeutes non pas comme une protection du cadre thérapeutique, mais plutôt comme un moyen de protéger le pouvoir médical de toute ingérence, sinon comme une marque de défiance. Ces incompréhensions, elles découlent dans une très large mesure des incertitudes professionnelles, des incompréhensions sur l'étendue du secret médical, y compris d'ailleurs parmi les professionnels de santé. Nombre d'acteurs judiciaires sont persuadés de l'existence d'un secret partagé entre thérapeutes et coordonnateurs. Ce n'est pas le cas juridiquement, puisque sa mission elle est plus proche de celle d'un expert que d'un thérapeute bis. Certains considèrent également que les informations qu'ils demandent ne tombent pas sous le coup du secret, dès lors qu'ils ne sont pas en demande d'éléments sur le diagnostic, mais sur l'évolution de la personne, sur la fréquence du suivi. Là encore, les pratiques sont loin d'être homogènes, mais la plupart des soignants rappellent au contraire le caractère général et absolu du secret, les condamnés eux-mêmes ne pouvant pas les en délier, et ils réprouvent les obligations croissantes de divulgation d'informations de peur de perdre le lien difficilement établi avec les patients qu'ils prennent en charge. Ce qui fait que les tensions interprofessionnelles, elles se cristallisent toujours aujourd'hui sur la remise et le contenu des attestations des thérapeutes. Certains agents de probation, faute d'informations suffisantes, on pourrait revenir sur les agents de probation qui ont une place très particulière dans le dispositif est compliqué, continuent de réclamer des attestations, comme le coordonnateur, voire appellent le soignant pour vérifier l'effectivité du suivi, comme le coordonnateur. Et pour autant, même les praticiens les plus fermes dans la défense du secret parfois acceptent de livrer quelques informations, mais en fonction de ce qu'ils savent ou pensent de leur interlocuteur, de sa façon d'interpréter l'information et d'utiliser les informations en question. Et donc la fréquence de ces échanges est tributaire de rapports d'interconnaissance et de confiance dont les conditions d'émergence toutefois sont loin d'être réunies parce que, sauf de rares exceptions, ces rencontres, elles sont extrêmement rares. Pour conclure, au-delà des professionnels, comment les principaux concernés perçoivent-ils et s'approprient-ils cette contrainte de soins ? Alors, l'illusion d'une libre adhésion, elle a totalement disparu au fil des réformes législatives. Tous engagent ou presque des soins dès l'incarcération et même dès la détention provisoire. Bon nombre d'entre eux, certes, adoptent une posture qu'on peut qualifier de soumission passive aux soins, mais ceci étant, les professionnels notent très régulièrement
un investissement soit immédiat, soit progressif dans la thérapie et de façon véritablement consentie. C'est le cas dans à peu près un tiers des dossiers que nous avons étudiés. Mais, outre les problèmes parfois d'accès aux soins en détention, ces condamnés, ils affrontent un parcours du combattant au moment de les poursuivre une fois libérés. Certains CMP refusent ce public, parfois exigent une lettre de motivation à des personnes qui, par définition, ne sont pas nécessairement demandeuses et parfois en difficulté pour les écrire. Parce qu'ils vivent, ils sont une file active extrêmement importante, ils n'arrivent pas à suivre tout le monde et c'est difficile pour eux parfois d'être face à des condamnés qui n'ont pas les attitudes attendues d'un bon patient censé manifester sa souffrance. Et du fait de la longueur de l'injonction et de l'absence de relèvement, eh bien, nos condamnés, ils ont le sentiment d'être constamment ramenés à ce qu'ils ont fait, à ce qu'ils ont été, sans jamais pouvoir se tourner complètement vers l'avenir, ni même se concentrer sur leurs difficultés du quotidien. Et j'insiste bien sur l'influence du turnover des professionnels, puisque pendant des années, voire des décennies, ils doivent répéter à d'innombrables reprises leur trajectoire biographique, leur histoire pénale auprès de plusieurs CEPIP, de plusieurs JAP, de plusieurs médecins coordonnateurs et de plusieurs thérapeutes. Par ailleurs, le cumul des rendez-vous peut être une entrave à la réinsertion sociale, et je conclurai là-dessus. Dans plusieurs de nos dossiers, ces condamnés décrivent aux professionnels des sentiments d'épuisement, un vécu de contrainte sans fin. Je vous remercie de votre attention. Merci. Alors, nous allons maintenant écouter Aurélien Langlade, donc, qui est adjoint au chef du département et responsable des études criminologiques à l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales. Bonjour à tous. Je vais tenter de répondre aux questions qui m'ont été posées en présentant les résultats d'une recherche qu'on a menée en partenariat avec la Fédération française des CRIAFS, une recherche qui s'intitule « État des lieux sur l'injonction de soins », le projet ELIS. On est parti du constat qu'il y avait comme un manque de connaissances générales sur ce dispositif et plus précisément une carence en termes de statistiques, de données détaillées pour mesurer ces statistiques. On ignorait alors le nombre de personnes sous injonction de soins en France, et je vais reprendre cette phrase et je vais même la mettre au présent en disant qu'on ignore toujours, au moment où je vous parle, le nombre de personnes sous injonction de soins en France. J'y reviendrai à la fin de la présentation. L'objectif de cette recherche était de réaliser un état des lieux statistique, de faire une photographie au 15 avril 2017 du nombre de personnes et de recenser les personnes sous injonction de soins en France et de créer une base de données statistiques détaillée sur ces personnes-là. Les résultats sont mitigés puisqu'on n'a pas réussi à recenser l'intégralité des personnes sous injonction de soins, mais on a tout de même pu créer une base de données détaillée sur près de 1900 personnes concernées par ce dispositif. Je vais donc vous présenter des données descriptives assez rapidement sur le profil des personnes sous injonction de soins. Vous présenter aussi les caractéristiques de l'infraction à l'origine de l'injonction de soins, et vous parler plus spécifiquement d'une variable qu'on a pu identifier, qui est le fait de commettre pendant l'injonction de soins une nouvelle infraction. C'est une variable qui me semble assez intéressante et on a essayé de savoir quelles étaient les caractéristiques qui pouvaient avoir une influence sur le fait d'être à nouveau condamné pendant l'injonction de soins. Je vais finir cette présentation sur le bilan. On me demande de répondre à la question « Quel bilan pour ce dispositif ?» On va voir si je peux répondre à la question, si oui, comment, sinon, pourquoi. Donc, je vais passer rapidement sur les résultats descriptifs du profil des personnes sous injonction de soins, puisqu'ils sont plus ou moins connus, mais là, pour le coup, on a une base de données détaillée, et dans le rapport que j'ai rendu, il y a à nouveau beaucoup plus de détails que ça. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à le lire. Donc, je vais passer rapidement. 98% d'hommes, l'âge moyen de 47 ans, un tiers sont en emploi, un tiers sont célibataires. Encore une fois, il s'agit de données au 15 avril 2017. 53% avaient déjà des antécédents judiciaires et globalement, en moyenne, l'injonction de soins a été prononcée pour un délai de 6 ans et 6 mois. Je passe rapidement. Concernant les caractéristiques des infractions à l'origine d'une IS, on se rend compte que 90% des infractions sont à caractère sexuel, 37% de viols, 38% d'agressions sexuelles. Dans 90% des cas, il y a un contact physique, il y a une victime directe entre l'agresseur et la victime. Et lorsque c'est le cas, dans 68% des cas, les condamnés connaissaient leurs victimes. 72% de ces victimes étaient mineures. Je passe rapidement parce que finalement, ces caractéristiques-là,
ce descriptif, finalement, ça va me servir de base que je vais intégrer dans un modèle statistique multivarié qui s'intitule une régression logistique, une analyse multivariée, toutes choses étant égales par ailleurs. J'y reviendrai avec un exemple concret pour ne pas vous parler trop de méthodo. On a essayé de comprendre pourquoi certaines personnes sous injonction de soins étaient passées à l'acte à nouveau, enfin à l'acte, pas forcément à l'acte, vous allez le comprendre. On a un niveau de détail intéressant qui nous permet de savoir que ces 286 personnes qui ont été à nouveau condamnées l'ont été d'une part pour la commission d'une nouvelle infraction et d'autre part pour le non-respect des obligations. Donc dans notre modèle d'analyse, on a mis 13 variables qui sont en lien avec les caractéristiques de l'individu, des caractéristiques individuelles, ou des variables en lien avec l'infraction qu'ils ont pu commettre. Leur relation avec la victime, leurs antécédents judiciaires, si le fait que la victime était mineure, si l'agression était une agression à caractère sexuel ou pas, j'en passe, 13 variables. Qu'est-ce qu'on remarque très concrètement ? 4 variables ressortent significativement liées au fait d'être condamné à la suite d'une nouvelle infraction. On se rend compte que l'âge a un lien significatif, les antécédents judiciaires, sans surprise, pour ceux qui connaissent un petit peu la littérature sur les risques de récidive. L'historique infractionnel fait partie des Big Four, ce qu'on appelle les Big Four, un des gros facteurs qui a une influence réelle sur le risque de récidive. Et le fait d'avoir commis un délit plutôt qu'un crime, d'avoir été condamné pour un délit plutôt qu'un crime, et la durée passée sous injonction de soins. Alors comment est-ce qu'on interprète ça ? Finalement, les x2,1, x2,7, ça s'appelle des odd ratios en vrai, et je voulais simplifier. Ça s'interprète de cette manière. Quand on a 18 à 50 ans, on a 2,1 fois plus de chances d'être condamné à la suite de la commission d'une nouvelle infraction que quand on a 50 ans et plus. Quand on a des antécédents judiciaires, on a 2,7 fois plus de chances d'être condamné à la suite d'une nouvelle infraction que quand on n'a pas d'antécédents judiciaires. Je passe assez rapidement parce qu'il y a un résultat sur lequel j'aimerais m'arrêter un petit peu. C'est le fait, à nouveau, 4 facteurs sont significativement liés au fait d'être à nouveau condamné pour le non-respect des obligations. Le fait d'être célibataire, le fait d'être sans emploi, mais surtout le fait d'avoir fait de la détention, d'avoir été en détention. C'est un résultat qui me semble assez intéressant et je vais revenir là-dessus en prenant un exemple sur cette analyse qu'on appelle une analyse toutes choses étant égales par ailleurs. Je vais prendre un exemple. Imaginez que j'ai un jumeau à côté de moi. On a les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire on a le même âge, on a les mêmes parents, on a la même CSP, puisqu'on a le même métier forcément, c'est mon jumeau. On a tout pareil. On commet la même infraction sur une victime qu'on connaît. La victime a le même âge. On a toutes ces mêmes caractéristiques. On est tous les deux condamnés à une injonction de soins. Lui, en plus, il est condamné à faire de la détention, moi pas. Lui a 8,6 fois plus de chances que moi d'être à nouveau condamné pour non-respect des obligations. Donc c'est un résultat qui n'est pas... C'est pas rien quand même. Je voulais le mettre en avant aujourd'hui. Je continue concernant la question du bilan. Est-ce que cette question du bilan, quel bilan pour ce dispositif-là ? Si répondre à cette question induit le fait de répondre à la question de l'efficacité de ce dispositif, très concrètement, on ne peut pas répondre à cette question. J'en reviens à ce que j'ai dit dès le départ. Finalement, on n'a pas de statistiques sur ce dispositif. On ne sait pas si le fait qu'un individu soit condamné à une injonction de soins par rapport à une obligation de soins ou même par rapport au fait de ne pas suivre de soins a une influence sur le risque de récidive. On l'ignore parce qu'on n'a pas de données disponibles sur le sujet. Encore une fois, au moment où je vous parle, on ne sait même pas combien il y a de personnes sous injonction de soins aujourd'hui en France. Alors, on ne peut pas comprendre et connaître l'efficacité, on ne peut pas la vérifier en tout cas, mais on peut mettre en évidence le fait qu'il s'agisse d'un dispositif complexe et difficile à mettre en œuvre. Donc là, je vois que tout le monde essaye de lire ce graphique. J'ai 3 minutes, ça va aller, je pense. Ce n'est pas un schéma que j'ai fait pour qu'il soit lu. En fait, c'est juste pour illustrer le fait qu'il s'agisse d'un dispositif complexe. On a schématisé les interactions entre les différents acteurs concernés par l'injonction de soins. On se rend compte qu'il y a des flèches dans tous les sens, des rôles pour tous les acteurs, dans tous les sens aussi, des flèches pleines, des flèches en pointillés, quoi d'autre ? 3 couleurs différentes, je l'ai déjà dit peut-être, des rôles assez importants. Bref, on se rend compte qu'il s'agit d'un dispositif complexe. Et on a pu faire remonter les informations. Je n'ai pas pris le temps de le faire d'ailleurs, mais dans la salle, il y a plein de personnes, plein de membres des CRIAFS qui ont participé à la collecte de cette base de données, pour créer cette base de données. Et je tenais à les remercier publiquement d'ailleurs, parce que grâce à eux et grâce à la remontée des informations, on a pu aussi mettre en évidence le fait qu'il existait certains dysfonctionnements sur ce dispositif-là. Donc je viens de vous parler de la communication, je vous remets très rapidement ce schéma, vous comprenez qu'il y a des difficultés de communication entre les différents acteurs.
Je vais également vous parler aussi d'un manque de connaissances sur les soins pénalement ordonnés. Très concrètement, quand on a été sur place, je dis on, tous les collecteurs, on a fait une remontée des informations concernant les dysfonctionnements, on s'est rendu compte que beaucoup d'acteurs qui étaient concernés par le dispositif, mais finalement, il y avait une méconnaissance des expressions mêmes, c'est-à-dire qu'ils pouvaient nous parler d'injonction de soins en utilisant le terme et l'expression obligation de soins. Nous expliquer qu'ils réalisaient des injonctions thérapeutiques en employant l'expression d'injonction de soins. C'était assez dérangeant finalement, et cette interchangeabilité des expressions se retrouvait même dans les rapports, parfois, dans les dossiers qui étaient présents chez les SPIP. Je vais parler aussi, mais ça a déjà été évoqué, d'une absence de continuité des soins. Hier, on a parlé des difficultés concernant le parcours de soins. C'est quelque chose qu'on a aussi mis en évidence et qu'on a pu constater. Il y a peu ou pas d'informations données aux praticiens traitants sur les soins suivis en détention. Est-ce que la personne a suivi des soins en détention? Oui, non. Si oui, quelles sont la nature de ces soins? Pour finir sur les expertises, on l'a déjà mis en évidence à plusieurs reprises durant ces 2 jours. Finalement, il y a une absence d'harmonisation, une absence de consensus sur les expertises pour justifier de l'opportunité d'une injonction de soins. Je crois avoir le temps de juste donner un petit exemple parce que c'est une caractéristique aussi qui a été évoquée hier. J'ai 1 minute pour le faire, ça va aller, je pense. Et finalement, cette caractéristique, c'était le fait, par exemple, attendez, je ne me souviens plus d'ailleurs. Excusez-moi. C'est le fait de se reconnaître coupable. Pardon. Donc, quand on reconnaît les faits, pour un expert dans le dossier, le fait de reconnaître les faits, finalement, ça justifiait le fait d'avoir une opportunité de suivre l'injonction de soins. Pour un autre expert dans le dossier, cette même caractéristique justifiait de la non-opportunité de pouvoir suivre une injonction de soins. Donc, ça crée vraiment des difficultés. Justement, et ça fait que parfois certaines expertises dans un même dossier peuvent être contradictoires. Donc même si on ne peut pas finalement évaluer l'efficacité de ce dispositif encore, on peut mettre en évidence certains dysfonctionnements qui peuvent être améliorés pour justement améliorer l'efficience au moins de ce dispositif. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci pour ces interventions. La parole est à la commission d'audition pour les questions. Une question pour Mme Gautron. Est-ce que la possibilité pour le patient de délier le médecin du secret médical ou d'un délier du secret professionnel pour les autres intervenants ne pourrait pas, comme dans certains pays, faciliter l'efficience de ces mesures? Alors, non, je ne pense pas. Parce que la difficulté, c'est que si on envisage le rapport d'un patient avec son thérapeute, c'est un peu, je fais le lien entre ce que vous dites et ce que me disent en entretien un certain nombre de magistrats ou de CEPIP, qui consiste à dire, mais après tout, quand l'information elle est positive, il suit bien ses soins, il est investi, etc., pourquoi là ne pas donner l'information? Après tout, il n'a rien à y perdre, il ne s'agit pas de... Sauf que, évidemment, la difficulté, c'est que si notre thérapeute il donne des informations sur monsieur X avec qui ça se passe très très bien et que le lendemain il reste muet sur monsieur Y, les JAP et les CEPIP ne seront évidemment pas dupes et se diront tiens, le médecin il n'a rien dit. Donc je crois que maintenir ce cadre qui est très difficile à maintenir pour les thérapeutes, c'est-à-dire j'ai le sentiment bien souvent qu'on surévalue très fortement la facilité avec laquelle les thérapeutes créent du lien avec les patients. Des patients qui croient très très facilement que tout ce qu'ils vont raconter à leur thérapeute va remonter au juge, etc. Et donc protéger ce cadre, même parfois contre le désir de ce patient qui voudrait certes avoir les éléments de son dossier, les donner, eh bien, je ne pense pas que ça améliorera du tout le dispositif en réalité. Il y a d'autres questions dans la commission? Oui, Humbert Frevinville, une question pour Mme Gautron. Plus de méthodo par rapport à son intervention de tout à l'heure. J'aimerais que vous précisiez un petit peu comment vous travaillez sur le niveau de preuve des articles et comment est-ce que vous fonctionnez. Puisque nous, dans la commission, on a notamment les références HAS pour les niveaux de preuve des articles. C'est comme ça qu'on fonctionne en médecine. Vous, en droit, comment est-ce que vous raisonnez? Alors, mes réflexions, elles ne seront pas juridiques, elles seront celles de quelqu'un qui
travaille depuis des années, qui réalise des enquêtes quantitatives assez conséquentes, on va dire. Donc je tiens d'abord à dire que je n'ai rien contre le quantitatif. J'ai par ailleurs pas spécialement, sous réserve que ce ne soit pas scoré, parce que là je crois qu'on joue aux apprentis sorciers, je n'ai rien contre les échelles actuarielles en soi. En revanche, je pense qu'il faut replacer ces instruments dans ne pas avoir qu'un regard criminologique, mais insérer nos réflexions dans une dimension sociopolitique. Et ma propre corporation scientifique, je dirais, nous sommes des êtres merveilleux, mais pas exceptionnels, et il y a dans nos métiers des dérives qui consistent à, vous connaissez peut-être cette expression, publier ou périr, qu'on utilise souvent en anglais, et qui consiste à dire, il faut d'abord avoir des recherches qui soient quantitatives. Si vous n'êtes pas un quantitativiste, vous n'êtes pas un bon chercheur et vous êtes voire présenté comme un idéologue. Les revues internationales ont tendance en tout cas à ne publier que des résultats significatifs, ce qui fait que dans les méta-analyses, tout ça génère des biais. N'oublions pas que la plupart des programmes ou des échelles sont évalués par leurs propres concepteurs ou leurs traducteurs, avec des évaluations qui sont systématiquement plus positives que quand elles sont réalisées par des chercheurs indépendants. Et puis, je dirais, alors peut-être que ça devrait faire l'objet d'une conférence de consensus, voire d'un ajout direct dans le DSM-5. Je rigolais ce matin en disant, je pense qu'il faudrait rajouter une pathologie que j'appellerais la cantophrénie. C'est-à-dire que les chiffres génèrent une espèce de fascination, sans le moindre regard critique. Avec une tendance à les surinterpréter. Si je prends la variable emploi dont il a été question, est-ce qu'on agrège dans une variable emploi les CDI, les contrats aidés, des contrats de mission intérim qui vont durer une semaine Il y a énormément de biais. Et les statisticiens, ce sont ceux qui en parlent le mieux, et pas les criminologues qui font de la statistique. Des statisticiens qui aujourd'hui, sur les méta-analyses, sur les essais randomisés, sur les échelles actuarielles et avec des publications croissantes avec l'influence du big data, montrent bien toutes les limites. Donc, je n'ai pas d'échelle pour vous dire une étude est bonne, n'est pas bonne. À chaque fois, il faut la regarder, mais il faut les confronter. Et d'ailleurs, on n'a jamais de consensus, y compris sur les échelles et les traitements. Vous pouvez avoir des études positives, d'autres négatives. Donc, les analyser avec un esprit critique. Par contre, elles manquent en France. C'est-à-dire qu'évidemment, on ne peut pas nécessairement les contester à partir du moment où nous-mêmes, on n'en réalise pas. Donc ça, c'est une urgence, par contre, importante. Oui, moi, c'est pour Madame Gautron. Je vais reprendre ma question de tout à l'heure par rapport donc, aux entretiens aussi que vous avez menés avec les différents professionnels. Toujours dans une société d'aversion au risque, comme vous dites, qu'est-ce que vous imagineriez dans une perspective de proposition pour lever l'injonction de soins dans certaines situations ? Alors, je pense que ça a été dit ce matin. Moi, l'idée, effectivement, alors de déconnecter le suivi socio-judiciaire et l'injonction de soins, c'est une évidence, ça, c'est une nécessité absolue. Éventuellement, comme je crois que c'est vous d'ailleurs qui l'indiquiez, réunir le coordonnateur, le juge de l'application des peines. Pourquoi pas potentiellement l'expert sollicité également dans ce cadre. Je pense aussi qu'il y a un énorme travail à faire autour des hiérarchies intermédiaires et des directions. C'est-à-dire, alors je viens de Nantes, donc évidemment j'ai connu l'affaire Meillon, le traumatisme que ça a été, tant que les CEPIP ne seront pas protégés par leur hiérarchie. C'est-à-dire quand il y a une récidive, ce n'est pas nécessairement des interrogatoires, mais c'est les protéger parce qu'on sait tous qu'ils ne sont pas responsables de ce qui se passe. C'est la même chose, je pense, aussi au sein du ministère de la Santé. Et la question des libéraux, d'ailleurs, il en a été question hier. Si les libéraux ne s'engagent pas dans ces dispositifs, c'est aussi qu'ils sont seuls, bien plus seuls. Et même chose pour les magistrats. Donc je pense qu'il y a aussi toute une réflexion à faire sur comment, dans ces situations de récidive, la hiérarchie est là pour soutenir ces agents, avec un parallèle qui est intéressant. Ce n'est pas du tout ce qu'on constate quand la police est impliquée. Le ministère de l'Intérieur est toujours derrière ses agents. Et ça a été le cas d'ailleurs dans l'affaire Meillon. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose aussi à faire. Monsieur Bouvier. Oui, c'est une question à Madame Gautron. Vous avez mentionné dans votre rapport, à travers l'étude que vous faites, un renforcement des tensions interprofessionnelles entre les différents acteurs, magistrats, CPIP,
médecins, médecins coordonnateurs, médecins traitants. Est-ce que dans votre étude, à partir des entretiens que vous avez faits, est-ce qu'il y avait des préconisations qui ont pu être faites par les professionnels eux-mêmes, par les acteurs eux-mêmes, visant à apaiser ces tensions? Est-ce que, par rapport à ce qu'a dit l'expert précédent, M. Chiavaldini, est-ce qu'il y a matière là à imaginer des possibilités d'amélioration, et est-ce que ça peut se faire sans un changement des textes eux-mêmes? Parce que c'est vrai que les textes ont, de ce que je comprends de votre intervention, le changement des textes, l'évolution des textes a également attisé ces tensions. Alors, des préconisations, non. Enfin, j'ai pas le sentiment, quand on interroge les professionnels, mais ça c'est un grand classique, chacun défend ses propres représentations. Et si je prends l'exemple du secret, chacun est très attaché à son propre secret, qui est rempli de... Il y a plein de motivations et tout le monde critique le secret des autres. Et donc, voilà. Donc, je pense que des lieux de parole, c'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, on attend des thérapeutes qu'ils échangent des informations nominatives. Et au contraire, échanger de façon générale, ce serait chronophage, une perte de temps, ça n'aboutirait jamais à rien, etc. Sauf que ça n'est pas vrai. La confiance, elle se crée dans le cadre de ces dispositifs. Alors, la loi peut attiser les tensions. Et puis également, je dirais, une méconnaissance de la loi sur le secret. Moi, quand j'entends dire des magistrats qu'il y a un secret partagé entre coordonnateurs et thérapeutes, etc., je suis quand même assez stupéfaite. Quand c'est un exemple qui ne concerne que la détention, mais qui est de mon point de vue une catastrophe, et qui est légalement d'ailleurs une infraction pénale, quand on utilise Genesis pour pister les allées et venues vers le SMPR parce que les soignants refusent de donner des informations. Non seulement ça nuit considérablement à la thérapie, enfin, j'aurais une multitude d'exemples à vous donner, mais par ailleurs, on est dans le paradoxe où des acteurs judiciaires commettent ce qu'on appelle un détournement de finalité de fichier, qui est quand même une infraction pénale punie de 5 ans d'emprisonnement. Voilà, donc à un moment... je crois que se mettre autour de la table, et le vrai, c'est la politique de la chaise vide. C'est-à-dire qu'on est dans un pays où le partenariat doit être consensuel. On ne dit pas les choses qui fâchent. Donc, voilà, tout se dit dans les couloirs en dehors de ces réunions. Et les thérapeutes, en revanche, ont tendance à pratiquer, comme les travailleurs sociaux d'ailleurs, cette politique de la chaise vide. Et vous savez tous que les absents ont toujours tort. Et donc, mieux vaut être présent et marteler. Qu'est-ce que c'est que le secret ? Pourquoi le secret? Et là, je pense que chacun apprenne à entendre les autres. Voilà. Alors, il y a une question juste en haut, là. Moult questions. Alors, il y a une question là ensuite. Il y avait deux. Il y a Dominique Frémy. Violaine Guérin, endocrinologue et groupe de recherche Stop aux violences sexuelles, c'est un partage d'expérience. Nous pensons que guérir les auteurs, c'est possible. La récidive, pour nous, pourrait être de la symbolique des échecs de la médecine. Et guérir nécessite un traitement étiologique et non symptomatique. Je voulais porter à la connaissance de la Commission un protocole de soins que nous avons mis en place depuis 4 ans à la maison d'arrêt du Val d'Oise et depuis 2 ans au centre de détention du Port, qui est un protocole sur 2 ans centré autour d'un atelier thérapeutique escrime avec une approche holistique qui inclut donc des médecins, somaticiens, psychiatres, des thérapeutes, des kinéostéos, des sophrologues, des maîtres d'art. Mais ce protocole a la particularité d'être porté transversalement par toute la maison d'arrêt, la direction pénitentiaire, le SPIP et les CEPIP. Alors, je ne vais pas avoir le temps de détailler, mais les personnes qui sont intéressées peuvent venir me voir. Merci pour ces informations. Donc, je vais retourner à la commission d'audition parce qu'il y avait une question que je n'ai pas vue et je m'en excuse. Oui, Dominique Frémy, une question pour Aurélien Langlade. Vous avez mentionné l'absence de coordination entre le milieu pénitentiaire et les soins qui ont été effectués pendant la détention et la sortie de la personne vers des soins ambulatoires et l'injonction de soins qui va démarrer avec médecin coordonnateur, médecin traitant. Est-ce que vous auriez des idées pour y remédier, des suggestions à faire suite à l'étude ELIS ? Non, clairement. Je pense que je ne suis pas le mieux placé pour faire ce type de recommandations-là. Par contre, c'est vrai que c'est un constat, et je ne suis pas le seul à l'avoir fait. On a parlé de problèmes du parcours de soins hier, et je pense que ça pourrait réellement être utile. Et ça me semble être un dysfonctionnement qui n'est pas si difficile à corriger, en fait. Est-ce que, à votre connaissance, le médecin coordonnateur peut aller rencontrer
le patient avant sa sortie pour déjà établir le contact préalable avec lui? Ce serait l'idéal, oui. Ce serait l'idéal, mais le médecin coordonnateur n'a pas la main non plus sur les soins qui seront apportés à la personne qui sortira de détention. Il fera un suivi. Au mieux, il établira un rapport annuel. Il l'oriente quand même vers le médecin traitant. Il est censé le faire. La connaissance du réseau. Il est censé le faire. C'est comme le rapport, finalement. Il est censé le réaliser. Et on s'est rendu compte notamment que ce rapport-là, il n'est pas dans l'obligation de le transmettre au SPIP, mais ce rapport-là était absent des dossiers des SPIP, mais j'allais dire dans 80% des cas. Dans 80% des dossiers, il n'y avait pas le rapport annuel du médecin coordonnateur. Donc c'est quelque chose aussi. Il y a une réelle... Il y a un problème de communication. Non, je vais Je parle, c'est proactif, hein, c'est avant même que la personne sorte de détention. Ce serait vraiment l'idéal. Le médecin coordonnateur pourrait prendre contact, si en tout cas il est amené à rester dans la région. Ce serait ça l'idée. Et par contre, c'est le médecin coordonnateur qui aurait besoin d'un rapport, des soins, au moins avoir idée des soins. Parce que la plupart du temps, c'est le patient lui-même qui va nous dire quels soins il a eu pendant qu'il était en détention. On n'a pas cette coordination avec le LUXA, avec le lieu de soins pendant la détention. Bon. Alors, je suis tout à fait d'accord. Il y a une précision du côté des experts ou une question? Allez-y, je vous en prie. Oui, c'est donc Tristan Renard, sociologue Toulouse. Oui, une remarque et une question. La première remarque, c'est que pour avoir participé un peu au groupe de travail sur une réunion sur la question de la grille qui avait permis la collecte de données dans la recherche ELIS, on voit bien qu'il y a une difficulté déjà sur les catégories mobilisées, après pour en tirer des statistiques, d'autant plus que les dossiers SPIP sont des dossiers très inégaux dans leur constitution, leur ordre. Je me rappelle que les informations, on avait 100 items, un peu plus. Sur le groupe de travail qu'on avait, il y avait à peu près une quinzaine d'erreurs sur les 100. Enfin, c'est-à-dire qu'on faisait des erreurs sur la lecture du même dossier. Ce qui fait que c'est très compliqué, comme ça, des fois, de voir un peu les informations et d'interpréter les informations. Donc il y a des statistiques, mais qui reposent sur quand même des interprétations finalement assez subjectives et sur des dossiers qui sont très inégaux. Et puis finalement, ma question, c'est plus une question peut-être un peu naïve, mais sur la question de la récidive, est-ce que la récidive, c'est un bon critère d'évaluation d'un dispositif? Pourquoi? Parce qu'il y a une particularité des violences sexuelles, c'est leur sous-déclaration. L'enquête de 2006 de Victimation montrait que 10% des victimes portaient plainte. Selon les enquêtes, entre 5 et 10%. Et surtout, moins d'une victime sur deux parlait des faits qu'elles avaient subis à quelqu'un, leur entourage, un médecin, etc. Ce qui fait que la visibilité de ce type de violence est une visibilité très très faible. Et je me dis, la question de la récidive, si on se base juste sur des données judiciaires, il faut prendre en compte le fait que ces données judiciaires, elles sont quand même très décalées par rapport à la réalité des faits. Et dans ce cas-là, est-ce que la récidive, déjà, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut réellement mesurer en matière de violence sexuelle, enfin la réitération? Et d'autre part, dans ce cas-là, est-ce que c'est véritablement un bon critère pour évaluer la réalité ou la réussite d'un dispositif? Merci pour ces questions. J'imagine qu'elles me sont adressées. Pour ce qui est de la grille d'analyse, en fait, nous avons construit cette grille d'analyse avec un groupe de travail composé d'acteurs concernés par le dispositif, dont j'ai vu peut-être 5 d'entre eux dans la salle. Il était composé de juristes, de psychologues, de psychiatres, d'infirmiers et j'en passe. Et du coup, on a construit cette grille d'analyse en se basant en premier lieu sur la littérature existante. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a testé cette grille d'analyse sur des dossiers qui étaient présents dans certains SPIP. Du coup, effectivement, il y avait des valeurs manquantes pour certaines des variables, puisque ces variables qu'on avait trouvées intéressantes dans la littérature n'existaient pas concrètement dans les dossiers SPIP. Et finalement, on en a retiré, on a modifié, on l'a aménagé, on l'a amélioré. Donc finalement, on a pu tester la réalité de ce que pouvait être la grille d'analyse. Elle n'est pas parfaite, c'est certain. Et finalement, sur la subjectivité de la collecte des informations, on s'est rendu compte finalement, en faisant certains tests statistiques, qu'il n'existait pas de différence significative entre différentes régions qui pouvaient collecter certaines informations. Donc ça, c'était quand même pas rien. C'était quelque chose qu'on se devait de vérifier aussi, le fait d'avoir aussi la profession de la personne qui collecte aussi, ça c'est quelque chose qu'on a pu vérifier. Est-ce que quand on est psychologue, on interprète la même chose que quand on est infirmier ou psychiatre? Donc on a pu réaliser ces tests-là pour valider justement le fait de ne serait-ce que montrer des résultats descriptifs.
j'insiste sur l'idée qu'on s'insurge parfois sur la méthodologie qui est parfois utilisée et ce terme de quantophrénie. Je ne suis pas du tout adepte de cela, même si je suis quantitativiste, mais je vous promets que ça arrive à des gens bien. Et finalement, ce que je souhaite dire, finalement, c'est qu'à chaque fois qu'on réalise une étude, on respecte tous les postulats d'utilisation et chaque étude dans le monde de la recherche, comme vous le connaissez, a des limites. Et ces limites-là, c'est le jeu de la recherche que d'avoir cette honnêteté intellectuelle de les noter, de les montrer, de les dire, de les écrire, et justement libre à ceux qui arrivent après de critiquer et évidemment de faire beaucoup mieux. C'est le jeu de la recherche. Merci. Alors juste pour préciser, la priorité étant à la commission d'audition, puis ensuite aux experts, puis ensuite au public. Il y a 2 experts qui d'ailleurs ne sont pas vraiment assis pour l'un d'entre eux. Où il faut, donc ce qui ne permet pas de matérialiser les choses de façon... il y avait juste un expert avant, pardon, excusez-moi. Une femme. Voilà, et ensuite le public. Alors il y a 2 experts, puis le public, et dont j'ai noté l'ordre, mais malheureusement il reste 3 minutes. Si vous pouvez être très concis et dans vos questions et dans les réponses. Merci. Alors Martine Nice, c'est une question pour Aurélien Langlade. Vous avez évoqué pour les sujets qui ont récidivé, les 200 ou pas, les 286, je n'ai pas bien compris, condamné comme délit plutôt que crime. Est-ce que vous évoquez la correctionnalisation des crimes? Non, en fait, on n'évoque ni la correctionnalisation. En fait, c'est un état de fait. Certains sont condamnés à un délit, et là, il y a potentiellement une correctionnalisation. D'autres sont condamnés à des crimes. Et là, il n'y a pas de correctionnalisation. Donc, on utilise les variables qui sont présentes dans le dossier. Et finalement, quand certains sont condamnés à des délits, ils ont plus de chances que ceux qui sont condamnés à des crimes d'être à nouveau condamnés pour la commission d'une nouvelle infraction. C'est quelque chose, c'est un facteur qui nous a posé un petit problème d'interprétation finalement. Comment est-ce qu'on peut expliquer le fait que les personnes qui sont condamnées à des délits soient plus à même de potentiellement être à nouveau condamnées pour le non-respect, pas pour non-respect des obligations, pardon, pour la commission d'une nouvelle infraction, que ceux qui commettent des crimes? On a réfléchi à comment est-ce qu'on pouvait interpréter cela et on s'est potentiellement dit qu'il y avait une éventuelle surveillance qui était plus accrue à l'égard de ceux qui avaient fait de la détention, qui ont commis des crimes, donc qui sont perçus comme plus graves, ce qui est potentiellement faux puisqu'il y a une correctionnalisation. Mais c'est quelque chose c'est peut-être de l'ordre de la perception et qui aurait comme un focus plus grand sur ces personnes-là, ce qui fait qu'elles auraient tendance à potentiellement moins récidiver. Je vous remercie. Je suis vraiment désolée. Je porte encore une fois de plus le poids de toutes ces frustrations avec Sophie. Merci beaucoup. Je vais appeler pour la prochaine thématique Florence Thibault. Merci.